16h30, Cyrielle Sarah Cohen. 4 questions auditeurs pour vous, Linda Lemay. Oui. La première question vient de Stéphanie. Quel est le souvenir le plus marquant de votre carrière, si vous deviez n'en choisir qu'un? Si je n'en choisis qu'un, je dirais que c'est, on en a parlé tout à l'heure, mon spectacle à Saint-Malo. J'avais écrit une chanson sur Saint-Malo la veille du spectacle. Le jour même du spectacle, j'étais une parfaite inconnue et tout à coup, je ne l'étais plus à la fin du spectacle. Les gens ont adopté mes chansons, dont la chanson Saint-Malo. Et j'espère être capable d'enregistrer cette chanson-là pour la mettre dans le projet. Et voilà, le prochain projet, voilà, on a un petit teasing de ce qui nous attend. Oui. Troisième question d'Émilie. Quelle est pour vous votre plus belle chanson de votre répertoire? Le plus fort, c'est mon père, ça reste ma chanson fétiche, mais si j'en nomme une autre, ce serait De tes rêves à mes rêves, et c'est une des plus appréciées, je pense, de mon public. C'est une très longue chanson, une très longue histoire d'un bel amour, d'un amour impossible, mais souvent, quand c'est impossible, c'est beau. C'est plus beau, C'est je suis encore bien plus d'accord beau. avec vous. Une question d'Avenir, votre plus belle rencontre sur scène? Sur scène, j'ai fait un duo un jour avec Charles Aznavour. C'était sur Tu te laisses aller. J'avais la version féminine qu'il avait écrite. Et là, on se relançait comme ça sur scène dans un festival. Et ça a été marquant pour moi parce que j'étais très, très, très impressionnée. Et je suis pas à l'aise d'abord de faire des duos nécessairement, mais j'en fais de plus en plus. Et celui-là m'a excessivement émue. Et cette rencontre avec Aznavour, elle a été déterminante aussi complètement. pour vous, hein? Ouais, Il m'a d'accord. ouvert les portes, non seulement du métier, mais les portes de son cœur. Il m'a offert comme une amitié, si je peux dire, et j'arrive pas à croire à ce privilège-là encore aujourd'hui. Une dernière question d'Avenir, encore une fois pour vous, Linda Lemay, avec une question intéressante. Est-ce que vous seriez tentée de faire une comédie musicale? Pour vous qui aimez tant la scène, cette question est arrivée, je me suis dit, pourquoi pas? Oui, mais j'en ai déjà fait une, ça s'appelait Un éternel hiver. Ça a duré à peu près 1 an parce que je suis tombée enceinte finalement de ma deuxième fille. ça. Donc ça s'est achevé un petit peu rapidement, mais ça a été une très, très belle expérience et j'aimerais ça un jour qu'on reprenne cette pièce-là. Et qu'elle Celle-ci soit, précisément. oui, et qu'elle soit remise en scène par un metteur en scène autre que moi-même, avec l'expérience que cette personne-là apporterait, puis d'emmener ça ailleurs, ce serait un rêve. Et bien voilà, pour les questions de nos auditeurs, merci beaucoup Linda Lemay, merci à nos auditeurs évidemment. N'hésitez pas à nous écrire tous les jours du lundi au jeudi pour questionner nos invités en direct au numéro suivant 01 53 75 26 26, 01 53 75 26 26 ou bien sûr tous les jours en Facebook Live. À votre santé. Et maintenant, on va s'intéresser à votre santé, chers auditeurs, et c'est avec vous, Dr Serge Rafal. Bonjour, Cyrielle. Bonjour, mais bonjour. Linda. Linda Lemay, on voulait savoir si vous saviez ce que c'était le Dry January. Non, mais j'imagine que ça a peut-être rapport avec la sobriété. On y est. Vous souhaitiez, Dr Serge Rafal, nous parler bien aujourd'hui d'une initiative qui vous paraît fort intéressante, et c'est vrai, que vous souhaitez d'ailleurs encourager. C'est le Dry January, ou un défi de janvier qui a lieu en ce moment, qui consiste à prendre conscience de sa consommation d'alcool pour tenter finalement de la maîtriser, de la réduire quelques semaines, voire un peu plus, si affinité. Exactement, Cyrielle, vous aviez raison, ça ne vient pas du Québec, ça Oui. vient du Royaume-Uni. C'est une initiative qui date de 2013 et qui a été reprise par des associations de lutte contre l'addiction, des mutuelles, des collectivités depuis 4 ans en France et je crois dans certains pays européens. Alors, comme l'a dit Cyrielle, on essaye de profiter de la période des fêtes qui a Oui. été un petit peu alcoolisée, puis surtout des bonnes résolutions Oui. de début d'année, pour essayer de prendre conscience du rôle de l'alcool dans sa vie, dans ses habitudes, et pour, vous l'avez dit, essayer ensuite de maîtriser, de réduire, voire parfois d'arrêter. Écoutez, ça a l'air plutôt intéressant. Un mot sur l'addiction à l'alcool et à l'alcoolisme en France, évidemment, puisque si on s'intéresse à ça, c'est que quand même, quelque part, derrière tout ça, on en parlait d'ailleurs avec notre invité hier qui était en face de nous, Aurélie Presson, qui disait qu'une addiction vient finalement prendre une autre addiction, notamment l'alcoolisme dans le cas de sa maman. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette addiction à l'alcool ? On peut dire qu'on est, nous, Français, dans le peloton de tête. Ouais. Top 3 ? Top 3, top 5, avec une consommation qui certes a réduit ces 30 dernières années. On Mais était à encore. 30 litres d'alcool par personne par an.
On a diminué du tiers. Actuellement, la consommation, c'est 10 litres d'alcool pur par an. Ça correspond en gros à 3 verres par jour. Alors, ça ne veut pas dire que vous buvez 3 verres par jour, que je bois 3 verres par jour. Parce que des patients, en fait, des malades, eux, boivent beaucoup plus. Et bien évidemment, interviennent sur cette moyenne. On considère que 10% de la population, donc à peu près 2,5 millions, sont vraiment des gros consommateurs et vont intervenir pour 60% dans les chiffres que je vous ai donnés. Docteur Serge Rafal, on n'a pas souvent conscience d'être addict à l'alcool. À partir de quel moment ou de quelle consommation par jour on dit qu'on est alcoolique ? Les messages qui ont été donnés par les pouvoirs publics étaient un petit peu ambigus. Vraisemblablement, derrière, il y avait des intérêts ou des recommandations sous-jacentes. La France est un gros pays d'alcool, un pays viticole. Et derrière, bien évidemment, il y a des lobbies qui vont jouer sur l'image de marque, qui vont jouer sur nos habitudes. Et dans la consommation d'alcool, on s'aperçoit qu'un certain nombre de verres ne sont pas des verres plaisir, un peu comme chez les fumeurs. C'est vrai, la cigarette de trop sont des cigarettes agréables, et puis les autres sont plutôt par habitude. Et le Dry January, précisément, essaye de faire prendre conscience, enfin se propose en tous les cas de prendre conscience des verres qu'on prend par habitude, par accompagnement, parce que on considère que voilà, la fête c'est synonyme d'alcool. Mais alors combien de verres ? Combien de verres ? Alors nous, médecins, nous avons notre part de responsabilité parce que pendant des années, on considérait que 3 verres de vin par jour chez les messieurs, 2 verres de vin par jour chez les dames. C'était acceptable, mais non. Non seulement acceptable, mais presque une recommandation santé. Et on avançait derrière le fait que ça contenait des polyphénols, donc des substances qui étaient tout à fait bénéfiques pour la santé. Mais ça, c'est dans le cadre du vin rouge seulement. Mais non, c'est dans le cadre de tous les alcools. Quand j'étais plus jeune, je me souvenais, les buveurs de champagne disaient « Non, mais le champagne, c'est bon pour le cœur. » Et les buveurs de whisky disaient « Non, le whisky, c'est bon. Mon cardiologue m'a dit que c'était bon pour le cœur. » Et derrière, il y a des messages, des idées fausses, des idées reçues qui sont véhiculées et qui font que on va trinquer, on va boire un certain nombre de verres par habitude. C'est sournois. Le Dry January ne s'oppose pas au plaisir. Prendre un verre de vin avec un bon mets, bien entendu, mais prendre nécessairement, imaginer qu'on a besoin d'une biture ou du binge drinking des plus jeunes pour faire la fête. Non, ça non. Alors, docteur Serge Rafal, comment ça se passe concrètement, ce Dry January ? C'est quoi l'idée ? C'est de diminuer sur ce qu'on a l'habitude de boire ou c'est de se dire, si j'ai l'habitude de boire tous les jours, je vais essayer de ne pas boire un jour ? Ça ne se fait pas tout seul. Donc, on va charger une application. Ça se fait principalement sur Internet. Donc, on charge une application. Et l'application, c'est simple. J'ai essayé. Vous tapez Dry January et très vite, on vous propose donc de relever le défi, relever le défi. Oui, parce que c'est un défi au départ. C'est un défi qu'on va se lancer, c'est un défi qu'on va se lancer à soi-même pour d'abord essayer de prendre conscience. Donc il n'y a pas derrière des mots d'ordre qui sont des mots d'ordre agressifs, comme on peut le voir pour les campagnes anti-tabac. On s'en est aperçu, les images de cancer sur les paquets de cigarettes, ça n'a pas fait diminuer la consommation. Non. Donc là, on essaye d'expliquer aux gens, à ceux qui se sont branchés sur cette application, voilà ce qu'on peut faire, voilà des trucs, voilà ce que vous pouvez faire. Ça offre une motivation finalement. Voilà, et à tout moment, ils peuvent arrêter l'expérience. Mais à partir du moment où on a cette prise de conscience, on s'aperçoit qu'un certain nombre de personnes, ultérieurement, et vous l'avez dit, vont arrêter dans les semaines, soit diminuer leur consommation, soit parfois l'arrêter. Donc ça marche. Donc bien évidemment, ça marche. D'abord, ça fait parler, et puis les chiffres sont là. Il y a des enquêtes qui sont faites. Il y a 10% de la population qui a entendu parler du Dry January. Un tiers des moins de 35 ans, on les vise particulièrement, sont prêts à essayer. Tenter l'expérience. Parce que derrière, il n'y a pas de contraintes. C'est vraiment essayer de prendre conscience de son propre comportement. Docteur Serge Rafal, un avant-dernier mot. On imagine que ça ne plaît pas beaucoup au lobby.
Ça plaît pas au lobby, bien évidemment. Alors soit ils le font savoir de façon très très discrète, et d'ailleurs ils ont organisé ce qu'on appelle le Dump January, c'est-à-dire le dump, On ça veut dire contrebalance pour vrai. humidité, et avec comme cible les dames. Principalement parce que l'alcoolisme était quelque chose de très très masculin, ça reste masculin, mais les dames remontent, et en fait le lobby va proposer des produits avec un joli design, dans des emplacements particuliers où les dames peuvent être tentées d'acheter plus facilement. Et qui met en avant aussi des boissons un peu moins alcoolisées, Oui. donc c'est pour féminiser le produit. Oui. Donner envie en disant finalement vous baissez un peu la consommation, mais ça reste quand même de l'alcool. L'alcool reste de l'alcool. L'alcool est un produit toxique. Et que vous preniez un verre de vin, une coupe de champagne, un verre de whisky, les quantités sont différentes, mais à chaque fois vous prenez de l'alcool. En conclusion, Dr Serge Rafal. En conclusion, je traite à votre attention. santé comme le titre Eh bien, de votre rubrique, mais avec un sachet docteur. de thé vert. Ah, c'est Donc bien à votre ça. santé, on peut le faire, vous voyez, sans Écoutez, alcool. c'est avec joie parce que je suis comme vous une adepte du thé et pas de l'alcool. Donc voilà, donc ça c'est bien dit. Et justement, c'est l'occasion de vous demander vous aussi, Oui. Linda, si vous préférez le thé, si vous préférez Moi, le l'eau. vin rouge, mais Le il faut vin que je rouge. me mette des étoiles dans mon agenda quand je passe des journées où j'ai pas consommé de vin rouge. Là, je mets des étoiles. Puis là, quand je vois mon mois qui est tout coloré, là, je suis fière de moi. Puis je sais que j'ai pas c'est exagéré. l'occasion de télécharger l'application Absolument. Dry January dont nous a parlé le docteur Serge Rafal. Je le fais de toute façon, Sans mais- l'application. Ouais. Eh ben, écoutez, on aura appris ça. Merci beaucoup, docteur Serge Rafal, de prendre soin de nous, évidemment, tous les jeudis à 16h10 sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Portrait psychologique. Et c'est la petite cerise sur le gâteau dans cette émission Linda Lemay, puisqu'on a pour habitude, à la fin de cette émission évidemment, de faire un petit débrief de tout ce que nous nous sommes dit. Et c'est fait aujourd'hui par Nathalie Dodrio, notre thérapeute psychocorporelle sur Radio J. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Linda Lemay. Bonjour. Ravie d'être avec vous et j'ai pu profiter d'un moment où il y avait différentes énergies qui cohabitaient dans le studio. J'étais avec l'harmonie des contraires ici. Il y avait le pétillant, le volcanique qui se côtoyaient. Il y avait un petit peu le léger, le profond, le grave, le sérieux. L'ombre, la lumière dont on a beaucoup parlé, Oui. effectivement, c'est beaucoup ressorti. Alors c'est quoi l'ombre, c'est quoi la lumière? La lumière, c'est souvent ce qui est vu, et l'ombre, ou le sombre, ce qui n'est pas encore révélé, que certains recherchent et d'autres camouflent, répriment, bâillonnent. Donc on voit tout de suite que vous êtes à l'aise avec les deux thèmes. C'est ça. Et que voilà, il n'y a pas forcément de censure venant de vous, quoique vous parlez souvent de permission et d'autorisation aussi, et qui passe peut-être par l'écriture. Ouais. Il me semble. Oui, c'est vrai. Peut-être que dans un cadre où c'est contenu, c'est possible d'avoir comme vous le dites souvent, un pas de limite. Ouais, mais moi j'ai toujours dit qu'écrire le malheur, c'était la seule façon de le rendre joli. Puis j'adore briser justement des silences par mes chansons. Donc mes propres silences, je les brise en chansons lorsque je trouve pas la façon de le communiquer autrement. C'est ça, vous trouvez une porte d'entrée pour parler de sujets durs et de les dédramatiser. C'est un petit peu ce que vous dites aujourd'hui, mais tout en les amenant, parce que ça fait partie du monde, ça fait partie du vivant. Ouais. Et vous décrivez une enfance heureuse, une enfant probablement pétillante dans ce que j'ai pu percevoir, et qui communique bien avec sa mère, ses sœurs, mais une difficulté à aller vers son père. Ouais. Donc ça donne une petite fille qui est en quête de lien avec l'archétype paternel, vraiment la grande figure masculine qui représente le domaine de l'étrange pour une petite fille. Donc le domaine de l'étrange vous suit avec ce besoin de magie. Il me semble que c'est donc une recherche d'aller toujours vers l'ailleurs, l'extérieur, parce que le féminin, c'est connu. Et donc, ça vous donne un élément de curiosité qui est à conquérir tout le temps. Ouais. Ça fait de vous quelqu'un de curieux et qui, je pense, adore apprendre du monde extérieur. Ah oui, énormément. J'observe énormément l'être humain dans tout ce qu'il a de beau, mais parfois aussi dans tout ce qu'il a de sombre, on le disait, de caché, de secret. Et j'essaie de décortiquer l'âme humaine pour aller chercher
justement ce qui se cache derrière tout ça. Là. Et ça donne énormément de chansons. Puis je me reconnais dans toutes ces chansons-là parce que ce que les autres cachent, souvent, ce sont des choses que je me cache à moi-même aussi. Donc, des fois, on va chercher chez les autres quelque chose qui nous ressemble. Et c'est ça que je vais chercher dans mes chansons. C'est une merveilleuse transition parce que vous sondez l'autre un petit peu pour vous sonder vous. Oui. Et alors, je fais référence au 11-11 dont tu as parlé, Cyrielle, qui est effectivement une porte d'entrée vers le monde de la spiritualité. C'est ce qu'on appelle les chiffres miroirs. 1 et 1 en face. Donc, c'est un peu ce que je disais avec l'harmonie des contraires, cette recherche du double, cette possibilité de se trouver en face de son complice, en face de son jumeau. On appelle ça aussi les flammes jumelles. Et le mot flamme fait partie de votre projet. Ben oui, déjà dans La Veilleuse, ma première chanson à petit succès, mais quand même. Exactement, votre flamme d'inspiration, vous dites. Et c'est justement, alors la symbolique du 11, pour faire court, est très vaste, mais dans la carte du tarot, le chiffre 11 représente la force, la maîtrise, l'inspiration, le courage. Donc voilà, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, c'est vraiment... je ne pouvais pas choisir meilleur chiffre, finalement. Voilà, donc ça, c'était vraiment la spiritualité. Et dans un domaine un petit peu plus psychanalytique, Carl Gustav Jung, qui est un des pères fondateurs de la psychanalyse, disciple de Freud, a parlé de chiffres de synchronicité, en fait. C'est-à-dire que ce sont deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité physique directe, mais qui, dans la personne qui le reçoit, va créer une association. OK. Donc, il va y avoir du sens. Et c'est ce qui vous avait dit, il y a eu un signe. Oui. Voilà, c'est ce qu'on appelle une synchronicité. OK, c'est ça. Et c'est ce que vous déployez aussi, aussi bien dans le domaine de l'humour que dans le domaine du sérieux. C'est votre possibilité d'aller à la rencontre de ce qui n'est pas encore digéré chez vous. Ouais. C'est en process. Exactement. Et j'écris énormément pour mieux me comprendre. Ça, c'est vrai que je le fais. Puis je le fais consciemment. J'écris, puis parce que ça me donne une meilleure... c'est ça. J'arrive à voir ce qui m'habite. Exactement, et c'est la porte d'entrée, c'est l'écriture, mais c'est aussi le lien au partage sur scène, au spectacle vivant. Oui. Vous le dites peut-être en lien au confinement, mais on ne sait pas trop de quoi vous parlez. Quand vous parlez de liberté, on peut imaginer que s'il y a eu un grand besoin de liberté, c'est qu'il y a eu peut-être une privation. Donc je ne sais pas si c'est la référence au confinement, mais je sens qu'il y a quelque chose d'autre. Oui, il y avait quelque chose d'autre aussi. C'était au niveau de la famille, puis il y avait une séparation qui n'était pas... tu sais, des choses qu'on tarde à régler, et là, ça devient toxique, justement. Donc, il y avait des choses personnelles qu'il fallait que je règle si je voulais continuer de m'épanouir dans ma vie, puis voir mes enfants s'épanouir aussi, parce qu'on a une grande influence sur nos enfants. C'est ça, il y avait besoin d'accoucher de quelque chose d'autre, alors. Oui. Cyrielle, tu voulais intervenir? Non, je vous faisais le signe, alors ça fait deux fois de suite en vous disant, il nous reste la minute, la fameuse minute. Exactement, donc j'étais vraiment en contact avec cette forme de l'impossible, c'est beau, que vous racontez dans vos chansons d'amour, dont vous vous autorisez maintenant la possibilité d'aller vers. Oui. Comme s'il y avait une maturité peut-être posée qui fait que, OK, maintenant, j'accepte d'aller ouvrir ce dossier-là et de le dévoiler, d'en faire cadeau. Ouais. L'impossible, c'est beau, ça fait aussi écho à une femme qui renonce pas à la difficulté, qui se lance des défis. On a parlé beaucoup de défis avec la sobriété du mois de janvier. Vous êtes vraiment dans un monde où les défis de croissance sont présents. Ouais. Et je pense que voilà, j'ai une femme en face de moi qui emprunte la force de l'humour et de l'amour comme un vêtement à revêtir qui réconforte et qui ouvre le champ de tous les possibles. Waouh, c'est beau ça, merci beaucoup. Merci à vous, Linda Lemay. Ah, c'est inspirant. Il va peut-être naître une chanson ce soir. Ça, c'est très possible, c'est très très possible. On a appris beaucoup de choses avec notamment ce fameux 11-11 dont on parlait tout à l'heure. Oui. Merci beaucoup Nathalie Dedrieux, thérapeute psychocorporelle, d'être venue aujourd'hui avec nous sur l'antenne de Radio J.